Eh bien, on va pouvoir démarrer. Et comme vous l'avez probablement tout juste entendu, l'enregistrement a été lancé. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le revisionner autant de fois que vous le voulez ou le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, bienvenue tout le monde à ce webinaire, donc consommer au bon moment, quelques éléments techniques. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le module Q&R ou Q&A en fonction de la version de Zoom. On a une petite équipe en ligne qui essayera de répondre en tout cas à vos questions, et on en prendra certaines à l'oral puisqu'il y a un temps dédié de questions à l'oral à la fin du webinaire. Donc, nous avons prévu un webinaire d'1 heure, donc il finira vers 19h30. Théoriquement, vous n'avez pas la possibilité d'allumer micro et caméra, c'est normal parce qu'on est sur des versions de Zoom adaptées à des grands publics, vu qu'on avait plus de 1000 inscrits pour ce webinaire. Donc, voilà, c'est normal, mais on essaiera de prendre toutes vos questions à l'écrit. Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien et on va démarrer sur le vif du sujet tout de suite. Donc, ça fait très longtemps à Enercop qu'on travaille, nous, sur le sujet de la flexibilité, ce sujet de consommer au bon moment, comment consommer au bon moment, qu'on répond à des questions, qu'on répond à des demandes de nos sociétaires, de nos clients, peut-être de vous, et qu'on est confronté à la complexité du sujet. Et du coup, on s'est dit, il est vraiment temps, là, en plus avec le contexte actuel, c'est vrai que ça nous a conforté dans cette idée, mais qu'on avait déjà depuis un bout de temps, de faire ce webinaire pour un peu mettre noir sur blanc l'état d'avancement de nos travaux sur tout ce qui touche à ce sujet de la flexibilité. Sujet très transverse, comme vous le verrez, puisqu'il touche à la fois à nos tarifs, au développement de nouvelles formes de production d'énergie, l'autoconso notamment, à notre équilibrage. Donc, ça concerne beaucoup de gens chez Enercop. Ça explique aussi qu'on n'aura peut-être pas toutes les réponses à toutes vos questions, notamment sur des questions plus techniques. Voilà, on n'est pas tous spécialistes de tous les aspects de ce sujet-là, mais on essaiera de faire au mieux. Je vais vous présenter un petit peu comment le webinaire va se dérouler, puis vous présenter qui nous sommes. Donc, on va démarrer par un petit point sur l'équilibrage, qu'est-ce que c'est, quels sont les enjeux. Ensuite, on parlera de qu'est-ce que c'est que ce bon moment dont on parle tant. Le bon moment existe-t-il? Et puis évidemment, on vous parlera de nos solutions à nous et aux autres d'ailleurs pour aborder ces sujets-là. Donc, moi, je suis Lucie, je suis chargée de coopération européenne et je travaille notamment sur le projet RESCOP VPP, qui est un des projets dont on vous parlera à la fin de ce webinaire. Et je suis par ailleurs secrétaire générale d'Enercop. À mes côtés, en intervenant, on aura donc Adrien Janté et Tristan Leroy, qui sont tous les deux au service énergétique, et Clément Jeanson, qui travaille au pôle numérique sur les questions d'algorithmes de prévision de consommation et de production. Et on a également une aide en ligne de Nina et Cécile, que vous connaissez peut-être, chargée de vie coopérative. Voilà pour la présentation générale. Et donc, on a prévu de parler environ jusque vers 19h, 19h10 max, pour laisser au moins 20 à 25 minutes de questions auxquelles on pourra répondre. Mais le sujet étant complexe, on a quand même besoin d'un peu de temps pour vous présenter tout ça. Alors, très concrètement, équilibrer, ça veut dire quoi? Concrètement, à chaque jour, à chaque instant, l'électricité injectée sur le réseau, donc ce qu'on produit ou ce qu'on importe, doit compenser l'électricité qu'on soutire du réseau, donc ce qu'on consomme ou ce qu'on exporte. À partir du moment où la consommation est plus élevée, on injecte plus de consommation qu'il y a de production ou inversement, la situation s'emballe et on risque la coupure électrique. On a des actions de correction donc, pour permettre cet équilibrage qui sont prévues par RTE, donc réseau de transport d'électricité, avec, alors je peux simplifier un petit peu puisque c'est quand même très complexe, mais l'idée c'est qu'on a des centrales, des barrages, centrales nucléaires ou centrales thermiques,
qui s'éteignent, s'allument, qui se modulent à pleine puissance, moyenne puissance, ou des gros consommateurs à qui on demande de s'arrêter de consommer pendant un moment qui nous arrange. Donc ça, c'est vraiment RTE qui pilote cette consommation et cette production pour équilibrer à chaque instant la consommation et la production sur le réseau. Évidemment, pour ces actions, RTE facture les fournisseurs comme Enercop en fonction de la justesse de nos productions. Plus nos prévisions sont justes, moins il y a d'écart entre la production et la consommation, et donc moins nous sommes facturés. En l'occurrence, on n'est pas directement facturé, puisque pour ce travail d'équilibrage, on a un prestataire qui s'appelle Hydronext, qui supporte une partie du risque à notre place. Donc voilà, l'idée, c'est quand même qu'on arrive nous-mêmes, en passant le moins possible par un prestataire, à équilibrer nous-mêmes la consommation de nos consommateurs avec la production des producteurs à qui on achète de l'électricité. Donc maintenant qu'on a le pourquoi du comment de l'équilibrage à grosse maille, quelle est la situation à date? Donc d'une part, comme vous le voyez là sur les courbes, c'est une slide qui paraît très simple, mais où j'ai plein de choses à dire dessus et qui en fait est un peu plus complexe que ça. Donc vous le voyez sur les courbes, on a en bleu une consommation qui varie énormément d'une saison à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'une heure à l'autre de la journée, et qui évidemment ne s'adapte pas automatiquement au moment de production, notamment de l'éolien et du solaire qu'on voit ici. On n'a pas mis l'hydro, mais en gros, c'est des pics qui ne se superposent pas du tout. Donc en abscisse, pour être bien clair, en abscisse, on a une semaine, et en ordonnée, on a l'énergie consommée ou produite en fonction de la courbe. Les échelles ne sont pas les mêmes, mais l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on a des courbes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Par ailleurs, cette production donc éolienne solaire, elle est quasiment pas pilotable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas la faire augmenter à certains moments, baisser à d'autres. Par ailleurs, je pense que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, donc vous le savez déjà peut-être, on a assez peu de capacité de stockage. Aujourd'hui, on a des barrages hydrauliques qui sont déjà quasiment saturés, on a des technologies qui commencent à émerger, mais qui sont vraiment naissantes. Donc, pour permettre d'adapter ces courbes et d'avoir une consommation qui réponde à la production et surtout une production qui réponde à la consommation, aujourd'hui, c'est les productions nucléaires et thermiques pilotables qu'on allume ou qu'on éteint pour qu'elles correspondent bien à la courbe de consommation, du bleu, celle de la consommation. Et aujourd'hui, on est vraiment en transition entre deux systèmes. Donc là, c'est les deux petites images que vous voyez sur la droite. Entre celui dont je parle là, avec quelques grosses centrales qui sont pilotées et qui s'adaptent complètement à la consommation de multitudes de centres de consommation. Et on est en train de passer petit à petit à l'image du dessous, et qui est un système qu'on appelle de nos voeux, et qui est aussi représenté par cette petite image, qui est celui d'une production et d'une consommation décentralisée, avec une multitude de consommateurs, mais aussi une multitude de producteurs, dans lequel tout un chacun peut être producteur et ou consommateur, ce qui facilite grandement cette adaptation de la consommation à la production. Parce qu'en effet, en plus de multiplier les centres de production, on multiplie en ce moment les outils qui nous permettent de savoir combien on consomme, de combien on a besoin, de piloter vraiment ces deux aspects de notre vie quotidienne. Et du coup, j'ai remis ici la phrase de RTE qui lui-même, ou elle-même d'ailleurs, pose que la sécurité d'alimentation en électricité peut être garantie même dans un système reposant en majorité sur des énergies à profil de production variable, comme l'éolien et le photovoltaïque, si les sources de flexibilité sont développées de manière importante. Et c'est pour ça que la flexibilité, elle est importante pour nous aujourd'hui. Alors, évidemment, c'était compliqué pour nous de faire ce webinaire sans parler des spécificités du moment. Le contexte, il est particulièrement propice à parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, et j'ai même, peut-être que cette slide est déjà datée, mais je ne crois pas, mais
On a plus de la moitié des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. On a eu cet été un été très sec qui a beaucoup impacté notre capacité de production. On a un contexte géopolitique particulièrement compliqué qui rend le gaz très cher. Et donc, eh ben, il nous reste aujourd'hui le solaire et l'éolien qui peuvent nous apporter la flexibilité dont nous avons besoin. Et du coup, je vais pouvoir passer la parole parce que finalement, la flexibilité, d'accord, mais selon quoi? Selon quels critères? Et qu'est-ce que c'est que ce bon moment pour allumer sa machine à laver? Et je laisse la parole à mon collègue Adrien. Merci Lucie. On a pris cette question parce que c'est une question que vous nous posez souvent, vous nous écrivez pour nous demander à quelle heure je dois lancer ma machine à laver demain. Et en fait, la réponse n'est pas si simple. Donc, la question c'est si on doit trouver un bon moment pour lancer sa machine à laver, ben, à partir de quoi est-ce qu'on décide que c'est un bon moment? Imaginons que vous puissiez décaler la consommation de votre machine à laver, de votre ballon d'eau chaude, de votre véhicule électrique. Vous pouvez le faire pour permettre un meilleur équilibre du réseau national et éviter le risque de coupure de courant dont Lucie parlait tout à l'heure. Vous pouvez aussi décaler votre consommation par rapport à des problématiques de réseau local. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle régionale, voire à l'échelle de la ville, voire dans certains cas à l'échelle d'un quartier. Vous pouvez aussi le décaler pour les besoins d'Enercop, c'est-à-dire nous permettre à nous d'équilibrer votre consommation en tant que consommateur Enercop avec la production de nos producteurs Enercop. On pourrait aussi vous demander de décaler votre consommation par rapport au prix de marché. Donc là, j'ai mis le logo Apex Spot, c'est le marché de l'électricité qui a cours en France et dans d'autres pays. Et enfin, si vous avez des panneaux solaires sur votre toit, eh bien vous pourrez décaler votre consommation de façon à consommer au moment où vos panneaux solaires produisent. Donc, il n'y a pas une réponse différente pour chacun d'entre vous, mais sur les 360 personnes qui sont là en ce moment, il y a probablement au moins une dizaine de bonnes réponses possibles. Au-delà de cette question de choix, de pour qui et pourquoi est-ce qu'on fait de la flexibilité, il y a des contraintes techniques. La première contrainte technique, c'est que on ne peut pas vous envoyer des informations en continu. On ne va pas tous les matins vous dire aujourd'hui c'est 15 heures, aujourd'hui c'est 16h30, aujourd'hui c'est 4 heures du matin. Et je pense que vous seriez fatigué d'avoir à programmer vos appareils tous les jours. Donc on a besoin de cibler des moments précis ou bien d'avoir de l'automatisation. La deuxième chose, en termes de problématiques techniques, c'est que aujourd'hui, quand on fait l'équilibre d'Enercop, je vous disais tout à l'heure, entre vous en tant que consommateur et puis nos producteurs, en réalité, ce n'est pas votre consommation réelle qui est retenue pour faire payer à Enercop cet équilibrage. Au lieu de votre consommation réelle, c'est une consommation estimée à partir d'un profil qui établit Enedis, le gestionnaire de réseau basse tension. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 35 millions de compteurs en France et que avec 48 demi-heures, c'est quelque chose qui se compte à la demi-heure, vous faites 48 fois 35 millions de compteurs, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points par jour. Donc c'est encore quelque chose de complexe à traiter et qui est encore en cours de mise en œuvre, de pouvoir prendre en compte la consommation réelle et de pouvoir la prendre en compte en temps réel ou plus ou moins. Dernière chose, imaginons que je vous dis demain de baisser votre consommation de 15%, de 10 heures à 11 heures. Comment est-ce que je le mesure? Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Parce que peut-être que demain, votre belle famille vient et que vous allez faire la cuisine à 11 heures. Donc vous allez consommer différemment. Si je vous demande de consommer moins que l'année dernière, peut-être que l'année dernière, votre fils ou votre fille habitait encore chez vous. Peut-être également que l'année dernière, l'hiver était plus rude que cette année. Donc, arriver à dire que vous avez réellement fait 10 ou 15% de baisse de consommation, c'est très difficile sans vous interroger sur votre cadre de vie. Et donc, ça n'est pas forcément faisable dans une échelle de masse de manière précise. Enfin, quand on parle de bons moments, il y a des contraintes économiques. Si je veux installer chez vous des équipements qui vont piloter à distance chacun de vos appareils, il y a une question du coût de ces équipements, du coût énergétique de ces équipements et également du temps que ça prend d'envoyer un installateur chez vous qui va venir organiser tout ça.
il y a la question de l'opération d'un tel service. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, il faut qu'on sache quel est le bon moment, donc qu'on ait des personnes d'astreinte, qu'on ait des systèmes automatisés qui fassent ça. Donc c'est aussi un coût pour nous. Et tout ça fait que, aussi bien pour nous que pour vous en tant que client, l'équilibre économique de faire de la flexibilité, il n'est pas encore toujours très clair aujourd'hui. Donc, si je conclus sur la dernière slide de cette partie, la flexibilité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce que Lucie a expliqué. On a besoin de flexibilité pour éviter les coupures de courant en 2022, mais même de manière plus générale pour aller vers une France 100% renouvelable. Pour autant, aujourd'hui en 2022, ça reste quelque chose de complexe techniquement et économiquement. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de franchir les premières marches, ce qui nous paraissait atteignable. Et on va commencer à vous présenter nos solutions ou ce qu'on voit de possible pour la flexibilité. Allons-y. La première chose qui existe depuis les années 60, ce sont les heures creuses. Donc l'idée des heures creuses, en tout cas à l'époque, c'était de dire que la consommation, enfin la production d'électricité, elle n'a pas de raison de varier très fortement entre le jour et la nuit. C'est particulièrement vrai dans le contexte des centrales nucléaires. Vous avez intérêt idéalement à ce que votre centrale nucléaire ait la production la plus stable possible, plutôt qu'une grosse production le jour et une très faible production la nuit. Donc on a conçu des tarifs moins chers la nuit pour inciter les gens à décaler la consommation de la journée vers la nuit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en partie remis en question, mais qui est en partie pertinent parce que autant le solaire ne produit que le jour, autant l'hydroélectricité, tout ce qui est barrage au fil de l'eau ou tout ce qui est éolien a une production la nuit qui est tout à fait importante. Donc on a encore intérêt à avoir une production qui n'est pas uniquement pendant la journée. Ceci étant, les heures pleines, heures creuses, ça reste assez imprécis, c'est quelque chose qui est fixe toute l'année, et donc on a besoin aujourd'hui d'aller plus loin. Je rajoute une petite information parce qu'elle est encore peu connue. Aujourd'hui, les compteurs ont des horaires heures pleines, heures creuses différents d'un compteur à l'autre. Autrefois, ça se faisait ville par ville. Maintenant, vous et votre voisin pouvez avoir des heures creuses tout à fait différentes. Donc, sur les heures creuses, un complément qui est sur la slide suivante, c'est que on propose 3 tarifs à Enercop. Le premier tarif, c'est le tarif de base. Vous avez le même prix de l'électricité tous les jours, toutes les heures, toute l'année. Deuxième tarif, c'est le tarif entre guillemets classique heure pleine, heure creuse. Vous avez 8 heures par jour qui sont des heures creuses où vous payez moins cher. Et ça va être par exemple une partie la nuit, une partie le midi, ou bien la nuit en débordement sur le matin. Donc ça, c'est variable selon Enedis. Et on a un troisième tarif qu'on appelle le tarif 4 cadrans. C'est la même chose que les heures pleines, heures creuses, mais en plus, on a des tarifs qui sont moins chers du mois de la fin mars jusqu'à la fin octobre, donc la saison estivale, et des tarifs qui sont plus chers pendant la saison hivernale. Ces tarifs, il n'y a pas de moyen facile de vous dire lequel est le bon pour vous. C'est pour ça que dans la diapositive suivante, je présente nos rapports Mon Suivi Conso. Donc les rapports Mon Suivi Conso, c'est des rapports qu'on envoie tous les 3 mois aux personnes qui ont un compteur Linky actif et qui ont choisi d'activer les autorisations sur leur espace client. Donc si vous avez activé vos autorisations sur votre espace client, qu'on a suffisamment de données, on fait des analyses. Et en ce moment, par exemple, cet été, on a envoyé des recommandations à près de 5000 personnes en disant vous êtes en tarif base, mais le tarif cadran serait moins cher pour vous. Ou inversement, vous êtes en tarif 4 cadran, le tarif heure pleine, heure creuse ou le tarif base serait moins cher pour vous. Parfois, c'est des petites économies, quelques euros par mois, et pour certains, on est à 50, 60, 70 euros par an. Donc ça, c'est un effort vraiment d'Enercop de vous guider vers le tarif qui est le plus avantageux. Maintenant, ces heures pleines, heures creuses, comme je le disais, c'est limité. Donc pour aller plus loin, il y a un service qui a été mis en place par Réseau et Transport d'électricité qui se trouve sur la diapositive suivante. C'est le service qui s'appelle Mon EcoWatt.
Vous l'avez sûrement vu dans la presse, à la télévision. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à suivre le lien. Donc, si vous voulez aller sur Mon EcoWatt, vous pouvez y voir une forme de météo de l'électricité qui vous dit en ce moment, région par région, est-ce que le réseau est en tension ou non. Lorsque c'est rouge, c'est que le réseau est en très forte tension. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour recevoir des alertes mail pour vous prévenir des cas rouges, donc des cas où il y a un vrai risque de coupure d'électricité dans votre région. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait à l'échelle nationale, qui est fait par le gestionnaire de réseau et donc qui est commun à tous les fournisseurs d'électricité. Nous, on a voulu aller plus loin. On a lancé ce qu'on a appelé l'opération flexibilité, sur laquelle vous pouvez également vous inscrire gratuitement et on va vous remettre les liens. Cette opération flexibilité, c'est le même principe que mon EcoWatt. On va vous prévenir quand il y a des jours que l'on considère rouges. La différence, c'est que nous, on travaille sur l'échelle nationale, que ça vient en complément, c'est-à-dire un jour rouge EcoWatt, c'est un jour rouge pour nous, mais qu'on se permettra également de vous signaler des jours qui sont un tout petit peu moins tendus, mais où nous, on considère que pour Enercop, et notamment pour l'équilibre entre nos consommateurs et nos producteurs, ou même pour le réseau, ça vaut le coup déjà de réduire sa consommation ce jour-là, sans attendre d'arriver au cas extrême du rouge mon EcoWatt, où on est déjà très proche du risque de coupure. Voilà les deux premières solutions que je voulais vous présenter. Et puis, pour la suite, je passe la parole à Tristan pour parler d'une de nos expérimentations. Merci Adrien. Je vous présenter le projet Rescope VPP. Rescope, c'est pour réseau de coopératives en Europe et VPP pour Virtual Power Plant. Ce sont des centrales virtuelles. Ce projet-là, son objectif, c'est d'aller plus loin en pilotant directement des équipements chez vous grâce à des boîtiers qu'on installe à domicile, entre autres. Je vous présenterai ça un peu plus en détail après. Et à travers l'Europe, à travers le réseau de coopératives en Europe, on a des homologues avec nous qui vont faire des tests sur des ballons d'eau chaude, des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des batteries, des bornes de recharge de véhicules électriques. Tout un tas d'appareils intéressants. Alors, Carbon Coop est en Angleterre, EcoPower et Energent, voilà, tout ça c'est un peu la liste. Burgerwerke, c'est la liste de nos partenaires en Europe, vous les retrouvez sur la carte ici. On a aussi une université à Ghent et une université à Ljubljana qui participent au projet. Le projet en détail, ça va être Clément qui va vous présenter son origine tout de suite. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais un peu vous présenter du coup les algorithmes de prévision qu'on utilise à Enercop, parce que c'est ceux-là qui vont servir de base pour pouvoir piloter justement ces ballons d'eau chaude. Alors, les algorithmes qu'on utilise à Enercop, on a commencé à travailler dessus dès 2016, en réalité parce qu'ils ont aussi un objectif autre qui est de communiquer du coup à RTE nos prévisions de consommation et de production. Donc ça, c'est légal. Et on fait ça via, en partenariat avec Hydronext, qu'on a cité un peu avant. Donc ce projet a été fortement développé avec Rescope VPP. Et ça a donné lieu, donc fait intéressant, à un code en open source, donc en accès libre, auquel vous pouvez tous accéder, qui s'appelle ENDA, qui est donc un outil de prévision de consommation et de production. Donc cet outil est partagé à certains partenaires, donc notamment EcoPower, donc une coopérative belge qui ressemble énormément à Enercop. Alors, très brièvement, les algorithmes de prévision qu'on utilise sont des algorithmes qui sont des algorithmes de machine learning, donc d'intelligence artificielle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va leur donner un certain nombre de données, notamment des historiques de données. Donc pour la consommation, ce sera des données de consommation historique de nos clients. On va également leur donner des données de météo historique, certaines informations de contrat. On va entraîner ces données une fois par semaine, ce qui va nous donner un modèle pour la consommation. Et ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera du coup des données météorologiques, donc des prévisions météorologiques, pour pouvoir prévoir la consommation à venir.
des clients, donc on fait ça une fois par jour. On fait à peu près la même chose pour la production, donc ce rythme entraînement une fois par semaine, prévision tous les jours. Voilà, donc globalement, cette base, c'est quelque chose que vous pourrez trouver dans le code ENDA, sans trop de soucis. Si jamais vous voulez aller plus loin, on ne va pas forcément creuser la chose. Alors là, par exemple, sur ce petit graphe, très brièvement, on peut voir par exemple, donc c'est les vraies données de Enercop, la prévision de consommation donc, de l'ensemble de nos clients, donc probablement vous, pour les prochains jours. Donc c'est la courbe bleue, donc je rappelle que nous sommes le 20 octobre, et la courbe rouge, donc qu'on peut mesurer donc, avec un peu de retard forcément, le temps de recevoir les données d'Enedis. On peut comparer donc, par rapport à ce qui a été fait, et on considère que c'est plutôt bien. On a un taux d'erreur de 3-4% en soi. Donc les données, c'est voilà, donc, des historiques de température, essentiellement certaines données de vacances par exemple, et des données calendaires, pour prendre en compte notamment le fait que la consommation pendant les week-ends est différente de la semaine en soi. On a à peu près le même genre de choses pour la production, qui est quand même beaucoup moins régulière que la consommation, donc, comme vous pouvez le voir, notamment du fait que l'éolien est beaucoup plus intermittent, chaotique que la consommation d'une centaine de milliers de clients. Voilà, donc on fait notre prévision sur à peu près 150 producteurs qui correspondent à notre périmètre. Là aussi, on a un taux d'erreur de 3-4% à peu près. Donc, quel est l'intérêt d'avoir ces deux prévisions dans le cadre du projet RESCOP VPP et de la flexibilité? Eh bien, en réalité, si on a à la fois la consommation et la production, on peut simplement calculer le ratio des deux et voir les moments où on prévoit une production de renouvelables plus importante que la consommation. C'est à peu près ce que veut dire ce graphe. Donc, on divise la courbe jaune par la courbe bleue. Et les moments où la courbe grise en bas est au maximum correspond au moment où il est le plus intéressant de faire tourner sa machine à laver, etc. Donc, pour l'instant, ce sera les ballons d'eau chaude dans le cadre du projet RESCOP VPP. On calcule ces données au pas demi-horaire, donc on aura une donnée par demi-heure en soi. Dans le cadre du projet RESCOP, on envoie ces données à ce qu'on appelle une coffee box, qui est donc le boîtier que nous avons développé avec nos partenaires européens. Et je redonne la parole à Tristan. Merci Clément. Cette coffee box, je vais vous en reparler un peu plus tard. Je vais vous parler déjà de cette étape test. On a recruté, on a fait un appel à volontaires en 2021 chez nos sociétaires pour participer à une phase de test. Après un moment de sélection et d'aller-retour pour les prérequis techniques, on a retenu au total une vingtaine de bêta-testeurs, donc qu'on appelle des pilotes, et qui se sont portés volontaires pour tester cette solution. Donc on a fait des installations chez eux. Vous avez sur les photos en haut à gauche un petit peu tout ce qui fait partie du package d'installation. Et la Coffee Box, du coup, c'est une box domotique qu'on va installer chez les bêta-testeurs et qui est censée recevoir le signal que nous enverra ENDA finalement avec ses prévisions pour programmer des appareils, notamment le ballon d'eau chaude pour nous, qu'on y aura connecté. Et de ce fait, le ballon d'eau chaude se mettra à fonctionner à des heures indiquées par ENDA, des heures sur lesquelles on a un pic de production de nos producteurs. Ces tests-là sont en cours et vont continuer jusqu'en 2023. Voilà, c'est plutôt un bon état d'avancement pour l'instant. Alors, la Coffee Box dont je vous ai parlé, c'est une solution domotique open source. Les développeurs de cette solution s'appuient sur le cloud et sur Home Assistant, qui permet aux bêta-testeurs de visualiser des données de consommation de leur ballon d'eau chaude pour l'instant, et ensuite de les comparer d'une semaine à l'autre, de les comparer à ce que ça aurait pu être sans intervention des prévisions, du signal de prévision. Pour l'instant,
On a une dizaine de pilotes qui ont déjà les solutions installées chez eux. Et vous avez ici des captures d'écran de leur tableau de bord. On a une nouvelle phase de test qui commence bientôt pour pouvoir allumer et éteindre le ballon d'eau chaude à distance, vérifier que la solution fonctionne correctement. Et vous en saurez plus très prochainement. Merci tout le monde. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui. Super. Et ben, il est 19 h. On a parfaitement respecté notre timing d'intervention. Donc, je remercie tout le monde. Et du coup, on va pouvoir prendre un certain nombre de questions. Ce que je propose, c'est de peut-être arrêter le partage d'écran. Comme ça, on peut voir les têtes des intervenants. S'il y a besoin de réafficher des planches, on les réaffichera, mais c'est quand même plus agréable. Voilà, comme ça, vous pouvez tous nous voir. Alors, peut-être une première question à Adrien, qui, je vois, est pas mal remonté dans les questions. Comment sont définies les tranches horaires, heure pleine, heure creuse? Comment ça se fait qu'il y a des heures creuses le midi? Comment ça se fait qu'on n'a pas les mêmes heures pleines, heures creuses que son voisin? Enfin, voilà, comment tout ça a été décidé par quelqu'un quelque part? Alors, déjà, pour les heures creuses, on va dire de manière historique, ce qui a été regardé, c'est tout simplement quand est-ce qu'il y avait beaucoup de consommation et quand est-ce qu'il y avait peu de consommation. Et donc, on a décidé, enfin, les gestionnaires de réseau à l'époque ont décidé que les heures creuses, c'était littéralement les heures où il y avait peu de consommation. Ensuite, ce qui n'aurait pas marché, par exemple, c'est de dire que les heures creuses, pour tout le monde, c'est de minuit à 8 heures du matin. Puisque chez la plupart d'entre vous, le ballon d'eau chaude, si vous l'avez électrique, il a un contacteur, on appelle ça le contacteur jour-nuit, mais qui est un contacteur heure pleine, heure creuse sur le tableau électrique, qui fait que le ballon d'eau chaude s'enclenche automatiquement au moment où on arrive en heure creuse. Mais si tout le monde avait les mêmes heures creuses, tous les ballons d'eau chaude de France s'enclencheraient à minuit 00 et vous imaginez que ça ferait d'un coup un pic de consommation. Donc, ce que Enedis et RTE, les gestionnaires de réseau, ont commencé par faire, c'est ne pas donner les mêmes horaires heure pleine, heure creuse à tout le monde. Et aujourd'hui, avec les compteurs Linky qui permettent une grande précision, les compteurs heure pleine, heure creuse sont même différents à la minute près d'une personne à l'autre, de façon à ce que même à l'échelle très locale, on n'ait pas cet effet de hop, tous les ballons d'eau chaude, tout le monde met sa consommation en même temps. Il y avait des heures creuses le midi, je pense à la fois pour des raisons de praticité et aussi parce que, au moins à une époque, le midi, il y avait une consommation qui était relativement plus faible qu'à d'autres moments de la journée. Il y a eu des modifications, notamment avec les effets du confinement, du télétravail. Et dans la situation actuelle, le choix a été fait de désactiver les ballons d'eau chaude pendant les heures creuses de la pause midi. C'est-à-dire à partir de maintenant, vos ballons d'eau chaude ne vont plus automatiquement se réactiver pendant la pause déjeuner, mais attendre les heures creuses de la nuit. Pour autant, si vous consommez pendant vos heures creuses habituelles de la pause déjeuner, soit parce que vous activez manuellement votre ballon d'eau chaude, soit parce que vous consommez pour vous faire à manger, par exemple, ça restera au tarif heure creuse. C'est simplement l'activation automatique qui ne va pas se faire pour cet hiver, tout simplement parce que les gestionnaires de réseau observaient disons, un pic de consommation le matin, un début de baisse à partir de 11 h, et puis paf, les heures creuses arrivaient, ça faisait une remontée, et ça, c'était délicat à gérer. Donc, on évite la réactivation automatique des ballons d'eau chaude pour éviter cette remontée et lisser un petit peu leur travail de la mi-journée. Merci, Adrien. Une autre question très pratico-pratique pour peut-être Clément. Tu parlais aussi bien sur les prévisions de consommation que de production d'une marge d'erreur de 3 à 4 %. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est acceptable et ce qu'il faut comparer, c'est plutôt ce que les responsables d'équilibre sont capables d'obtenir comme pourcentage. Et c'est à peu près comparable à ce qu'ils obtiennent en soi. À savoir par exemple que pour la consommation,
Enercop fait donc les prévisions et un contrat de responsabilité d'équilibre partagé, c'est un peu technique, avec Hydronext. Et en fait, c'est nos prévisions qui sont réellement utilisées pour l'envoi à RTE, parce qu'on juge qu'elles sont suffisamment bonnes, ou en tout cas de qualité largement équivalente. Voilà. Alors, c'est pas forcément simple à avoir parce que du coup, les responsables d'équilibre ne partagent pas forcément ces informations-là, notamment. Je sais que chez EcoPower, c'est à peu près la même chose qu'ils ont et que le responsable d'équilibre, eux, a à peu près ça. EcoPower, c'était nos alter ego belges, pour rappel. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que c'est plus ou moins précis aussi sur la production selon les types de centrales. Par exemple, pour le solaire, on est un peu mieux, plutôt vers 2-3%, plutôt 5% pour l'éolien, 5-6% qui est quand même plus délicat à produire. Voilà, on essaie de faire le mieux pour améliorer nos résultats. Merci, donc on n'est pas si mal avec nos 3 à 4%. Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs questions qui sont passées autour de ce sujet de la tarification dynamique qui redevient sur le devant de la scène depuis quelques mois, quelques semaines. Est-ce que Enercop a prévu de faire une offre de tarification dynamique? Donc, tarification dynamique, c'est en gros des offres de tarification où les tarifs diffèrent d'un moment à l'autre selon différents types de critères. Spontanément, je dirais qu'on aimerait pouvoir le faire, mais que pour l'instant, on n'en a pas, au-delà de heure pleine, heure creuse et 4 cadrans, la possibilité technique, logistique. Adrien, je te laisse peut-être compléter sur des éventuels calendriers de mise en œuvre, mais à mon avis, on est sur un calendrier plutôt de moyen terme que de court terme. Alors, on peut même dire que n'étant pas un fournisseur de 200 000 clients, on n'est pas soumis à cette obligation, qu'en France, l'un des pionniers de cette tarification dynamique a fait faillite et a fait aussi des scandales dans la presse de gens qui ont perdu de l'argent. Nous, tant qu'on n'est pas contraint de manière réglementaire, on a aussi une grande attention à vous protéger. Et notamment, on a à Enercop, partout en France, des gens qui sont moins à l'aise financièrement. Et donc, cette tarification dynamique, oui, avec beaucoup de cadres, peut-être un jour, mais notre priorité, ça sera de rester en ligne avec nos valeurs coopératives. Et après, si ça colle, de faire les développements techniques. Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose de court terme chez nous aujourd'hui. Mais sur le fond, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille et le jour où on y travaillera effectivement en ayant en tête toutes les questions de solidarité énergétique autour de ces questions-là. Mais c'est des questions qui nous travaillent et qui un jour amèneront probablement à faire des offres qui tendront vers ça. Une autre question, peut-être un peu plus technique, mais qui intéressera probablement pas mal de nos auditeurs RIS. Est-ce que, Adrien, peut-être, tu peux nous parler un peu de la notion d'effacement et de est-ce que le lien avec notre sujet du jour, voilà. Oui, alors en fait, on a choisi le terme de flexibilité de consommation parce que c'est ce qui nous parle le plus aujourd'hui, mais il y a beaucoup de termes en fait dans le secteur. Souvent, on parlait d'effacement, notamment pour parler des grosses entreprises, par exemple une sidérurgie qui va sur la demande du gestionnaire de réseau arrêter sa ligne de production, et là, on a vraiment une énorme consommation qui d'un coup s'efface. Si cette sidérurgie elle a l'habitude de tourner 7 jours sur 7, à peu près 365 jours par an, si un jour elle s'arrête pour les besoins du réseau, ça ne se rattrape pas à un autre moment. Il n'y a pas une deuxième sidérurgie qui pousse le lendemain pour faire double. Donc on est bien sur de la consommation qui est effacée. Ensuite, on a parlé d'effacement diffus pour parler de la même chose, mais chez des particuliers où tout le monde ferait un petit peu d'effacement. Quand on vous dit par exemple que, je ne sais rien, le 21 décembre, de 14h à 15h, ou plutôt, disons, de 18h à 19h, la situation sera vraiment critique et qu'on vous demande de ne pas consommer à ce moment-là, si vous baissez votre chauffage à ce moment-là,
vous n'allez pas forcément le rattraper après. Donc, on est dans une forme d'effacement. Et comme c'est plein de petits partout, on appelle ça de l'effacement diffus. Nous, on parle parfois de flexibilité de consommation, parce que dans flexibilité, il y a l'idée que peut-être que vous n'allez pas faire votre machine à laver à 18 heures comme vous aviez prévu, mais vous allez la faire à 23 heures. Donc, votre consommation, elle est la même, mais elle n'est pas au même moment. Et c'est ça qu'on appelle la flexibilité. Donc, toutes ces notions sont très proches et pour être extrêmement sincère, les gens les utilisent de manière quasiment interchangeable dans le quotidien. Merci. Pour continuer avec toi, Adrien, peut-être, on nous pose la question, avec les prix de l'électricité aussi élevés actuellement, n'y aurait-il pas de modèle économique pour la flexibilité? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être tu peux réexpliquer un petit peu quelles sont les problématiques autour de ce modèle économique sur les offres de flexibilité. Oui, alors la réponse, c'est que je n'ai pas la réponse, parce que les prix de marché changent tellement vite que c'est difficile de donner un retour. En gros, ce qu'on voyait sur le marché, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que faire une installation chez quelqu'un en branchant plusieurs appareils, selon le type d'installation, le nombre d'appareils, on est entre 200 et 400 euros à peu près de coût de l'installation. Le matériel, l'électricien, etc. Et ensuite, on voyait des propositions qui facturaient de l'ordre de 10 euros par mois pour accompagner, enfin pour accéder à un service qui pilote à distance vos équipements. Bon, ça, c'est ce qu'on voyait il y a 1 an ou 2 sur le marché, c'était clairement pas rentable. Aujourd'hui, si on est capable de valoriser cette flexibilité en fait, pour acheter de l'électricité, disons pour faire simple, à un moment où le prix de marché est plus bas qu'à un autre moment, peut-être qu'on rentre dans nos frais. Mais comme je le disais tout à l'heure, il reste la complexité de est-ce que votre consommation est vraiment prise en compte au réel ou est-ce qu'elle est prise en compte sur des profils types de consommation? Tout ça, les évolutions de marché, les évolutions de coûts des pièces, les électriciens qui sont très sollicités en ce moment, tout ça fait que c'est un modèle complexe qui est en train de devenir plus rentable, mais sur lequel, en tout cas, nous, on n'est pas à maturité aujourd'hui. Merci. Alors, une question, je ne sais pas si c'est pour Clément ou pour Adrien. Dans le cadre des prévisions, peut-être plutôt de Clément, dans le cadre des prévisions de conso, est-il pertinent pour un client Enercop aujourd'hui de nous informer quand un comportement change qui peut occasionner des grandes différences de consommation d'électricité, par exemple, l'achat d'un véhicule électrique? Est-ce que c'est utile pour Enercop de savoir ce changement quand il arrive? Ou est-ce que en fait Alors, les ordres de grandeur sont pas utiles pour vous? non, les ordres de grandeur vont pas être utiles pour un client particulier qui a généralement une consommation faible. Alors voilà, si on va avoir un client grand compte, voilà, ou généralement ce qu'on va appeler un tarif spécial, là effectivement ça a un intérêt. Mais pour un client particulier, non, il n'y a pas de. Ça ne fera pas une différence suffisante. Voilà, juste pour répondre. Tout simplement. On a parlé tout à l'heure de mon EcoWatt, on a parlé de l'opération flexibilité. On a des questions aussi sur un site donc, qui nous parle souvent, Adapt SH. Est-ce que c'est utile et est-ce qu'on conseille de suivre les indications? Adrien, peut-être si tu peux répondre sur cet aspect-là. Oui, adapt.sh, c'est un site, c'est un service avec lequel on échange depuis plusieurs années. Ils ont été dans les premiers à faire cette météo de l'électricité, un peu comme EcoWatt aujourd'hui. Ce qu'ils font est tout à fait sérieux. Ils sont centrés sur le réseau national. Pareil, ils essayent de donner en fait des couleurs et des conseils par rapport aux informations que vous rentrez et par rapport aux besoins du réseau national. Donc, pour moi, c'est très bien de suivre ce qu'ils proposent. Nous, ce qu'on essaie de faire avec l'opération flexibilité, c'est plus proche des besoins d'Enercop et c'est ciblé sur quelques jours, alors que
adapt.sh va vous donner des informations heure par heure, donc vous allez pouvoir aller voir sur leur site si c'est vert ou rouge. Aujourd'hui, avec la montée en puissance de Mon EcoWatt, je dirais que de notre point de vue, priorité au collectif. Inscrivez-vous sur Mon EcoWatt. Vous voulez aller plus loin, vous inscrivez à notre opération flexibilité pour avoir des alertes sur des jours déjà assez fortement tendus. Puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir la météo tous les jours sur adapt.sh. Une question installation et outillage, peut-être pour Tristan, du coup, en tant que leader de la partie expérimentation. Je ne suis pas sûre d'ailleurs de très bien comprendre la question, mais peut-être que tu la comprendras mieux. Pour un particulier, il faut que les appareils consommateurs soient reliés au tableau électrique par une ligne dédiée pour que des signaux puissent être envoyés aux appareils. Y a-t-il des directives techniques pour aménager ce tableau électrique ? Alors, c'est vrai que nous, on utilise des relais Wi-Fi. Pour le ballon d'eau chaude, on a un relais Shelly qui est directement installé sur le contacteur et qui va communiquer en Wi-Fi avec la Coffee Box. La Coffee Box va pouvoir lui donner des ordres en Wi-Fi, il va pouvoir allumer et éteindre le ballon d'eau chaude. Je sais qu'il y a d'autres appareils à l'étude sur le projet européen, notamment les pompes à chaleur, on en a quelques-unes en France, les onduleurs pour les panneaux photovoltaïques, les bornes de recharge de véhicules électriques. Et ouais, principalement, c'est soit des branchements avec les fils pilotes du compteur, soit directement avec des relais Wi-Fi sur le tableau électrique. Nous, on a fait appel à des électriciens à chaque fois pour ces installations-là. Il y a de plus en plus d'électriciens qui ont des connaissances solides en domotique et qui peuvent accompagner ce genre de projet voilà, je veux piloter mes appareils chez moi depuis une application, depuis Home Assistant, le site web, la solution libre. Il y a de plus en plus d'électriciens qui sont très bien formés là-dessus pour permettre ça. Merci. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur la possibilité de rejoindre le groupe de bêta-testeurs. Donc, je vous invite à contacter Tristan sur ce sujet-là. Il y avait quelques questions, je pense, en lien avec le profilage dont tu parlais tout à l'heure, Adrien. Il me semble que c'est là-dessus, et notamment une question sur le fait que les clients Enercop ont souvent un profil plus informé et donc sensible à leur consommation. Est-ce qu'il en est tenu compte dans le profilage fait par Enedis et est-ce que ça ne pénalise pas les clients? Et dans la foulée également, est-ce que dans ces profilages, les panneaux photovoltaïques sont pris en compte? Et alors, est-ce que mon son est meilleur? J'ai entendu que le son n'était pas parfait, très bien. Donc, dans ce cas-là, en fait, le profil, c'est donc plutôt que d'aller dans le détail de la consommation de chaque compteur demi-heure par demi-heure, et Enedis établit par exemple que typologiquement, une maison qui a souscrit à tel contrat d'électricité, sa consommation dans la journée, ça va ressembler à ça, tu vois, à une espèce de répartition de la consommation au cours de la journée. Et en fait, une fois par mois, ils vont recaler sur la consommation réelle pour les gens qui ont Linky, et puis sinon, une fois tous les relevés pour les gens qui ont encore des relevés manuels. Si on prend une fois par mois, ça veut dire qu'on fait au réel, une fois par mois, un réajustement, tout en restant sur le profil au sein des journées. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment un moindre consommateur, et c'est vrai des clients Enercop qui consomment sensiblement moins que le client moyen en France, ça va bien être pris en compte. Donc voilà, la baisse de consommation, elle est bien là. Par contre, le décalage de consommation d'un moment à l'autre de la journée, lui, il n'est pas pris en compte. Si vous avez des panneaux solaires, oui, il y a des profils spéciaux pour les gens qui ont des panneaux solaires, donc c'est bien pris en compte par Enedis. Merci. Toujours sur les 3-4% d'erreurs, Clément, est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte, cette marge de 3-4% d'erreurs? C'est-à-dire, j'imagine, si jamais on a 3% d'erreurs, combien ça coûte à Enercop ou à Hydronext d'ailleurs? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est que si on a une mauvaise prévision,
mettons qu'on n'ait pas suffisamment d'électricité, on n'a pas prévu suffisamment d'électricité pour la consommation des clients. Ça impose de devoir se fournir sur le marché d'une certaine manière, mais a posteriori, c'est-à-dire d'acheter de l'énergie à ce qu'on appelle le prix de règlement des écarts, donc qui est un prix qui est le moins avantageux possible. Donc ça a un coût direct de faire une erreur de prévision. De la même manière, si on a trop d'électricité par rapport à ce qui avait été fait, du coup, elle est obligée d'être vendue à un prix qui est inférieur à ce qui aurait pu avoir été. Du coup, il y a en soi une perte. Alors, actuellement, le prix, s'il fallait dire des euros par mégawattheure, parce que des pourcentages, le prix du pourcentage, on va pas, d'erreur de prévision, on va pas réussir à le quantifier proprement, ça va dépendre beaucoup des moments de la journée, de combien. On est de l'ordre de quelques euros le mégawattheure en soi, s'il fallait donner un chiffre comme ça. Ça a assez peu de sens, ce serait une moyenne. Voilà, c'est assez délicat. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette réponse, qui est un sujet assez complexe. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir compléter ta réponse dans tous les cas. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser la question sur le village et on a des spécialistes de ce sujet-là et NERCOP qui se feront un plaisir de venir vous répondre. D'ailleurs, ça vaut pour toutes les questions. S'il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à aller sur le village et NERCOP. Alors, il y a une question peut-être à Adrien sur globalement, au-delà de la flexibilité, à quel point est-ce qu'on parle en fait juste de réduction drastique de la consommation, vu que l'un d'entre vous a repéré que sur le graphique de prévision donc, que j'ai montré au début, j'imagine, ou peut-être un de ceux de Clément, je ne sais pas, on s'aperçoit que seulement 3 jours par mois, la production atteint ou dépasse la consommation. Donc effectivement, à ce niveau-là, ce n'est plus une question juste de flexibilité, mais tout simplement de comment on réduit drastiquement la consommation. Alors, il n'y a pas de question adressée, mais globalement, effectivement, tous ces outils de flexibilité ne seront utiles que dans un monde où, par ailleurs, on réduit drastiquement nos consommations. Mais je laisse peut-être Adrien compléter. Oui, surtout, vous avez l'œil extrêmement attentif. Donc, il y a deux choses. Il y a effectivement, ça nous arrive d'avoir plusieurs jours d'affilée où notre production est plus faible que notre consommation. Mais il y a aussi que dans Rescope VPP, on est encore à une étape d'expérimentation et que dans nos prévisions, on a intégré, je pense, tous nos consommateurs, mais on n'a pas encore intégré tous nos producteurs. Donc, le graphe qu'on vous a montré, il est l'état de l'art aujourd'hui, mais en fait, il ne représente pas toute notre production. Et donc, c'est pour ça que vous le voyez, la production en dessous de la consommation. Je ne sais pas si Clément, tu veux compléter. Oui, donc c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû insister dessus. On a à peu près 150 centrales qu'on prend en compte dans la prévision de production. On en a à peu près le triple en soi. Mais voilà, on prend les plus gros, c'est celles qui sont dans un certain type de contrat. Mais exactement comme a dit Adrien, en soi, on estime qu'en fait ce panel de centrales-là sera suffisant pour estimer une production, enfin un profil de production, parce qu'on est plutôt intéressé par un profil de production que par la vraie valeur de la production pour pouvoir faire ce ratio. Donc effectivement, il manque des centrales et la production n'est pas suffisante sur le graphe qui est montré. Ok, merci. Il nous reste encore quelques minutes, donc on va pouvoir encore prendre 2-3 questions, j'imagine. Est-ce que les professionnels ont été conviés à ce webinaire? Alors, oui, de fait, puisque absolument tous nos sociétaires et plus globalement nos clients ont reçu l'invitation à ce webinaire, mais peut-être sur l'accompagnement spécifique qu'on offre aux professionnels. Adrien, je te laisse raconter ça. Sur la flexibilité, vous l'avez bien pointé, et on se dit en tout cas qu'il y a plus de choses possibles chez les professionnels. Je citais le cas des industries tout à l'heure. Par contre, ce n'est pas si simple. Par exemple, dans le cas du tertiaire des bureaux, on avait fait des expérimentations il y a déjà 4 ou 5 ans. Et en fait, à part la photocopieuse, on n'avait pas identifié beaucoup de choses possibles. Donc aujourd'hui, on a avancé, on en identifierait plus.
on a commencé à discuter avec certains professionnels de décalage ou de baisse de leur consommation, par exemple en arrêtant une soufflerie la nuit ou à certains horaires stratégiques, par exemple entre 9h et 11h, mais on n'est pas en mesure ni de vous donner un retour d'expérience, ni de vous partager des noms sur ces expérimentations. Le mystère restera donc complet. Mais en tout cas, ils sont invités en tant que sociétaires quand ils le sont et clients à l'ensemble des événements, webinaires, formations qu'on organise sur le sujet. Petite question sur la formule tempo proposée par EDF. Qu'est-ce qu'on en pense chez Enercop, Adrien? Donc la formule tempo, c'est ce qui s'appelait à une époque l'effacement jour de pointe. En tout cas, ça a remplacé. C'est quelques jours par an très, 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 très cher. En gros, les jours rouges. Et puis d'autres jours, enfin le reste de l'année qui est sensiblement moins cher et des jours avec des prix intermédiaires. C'est très bien pour permettre de l'effacement et de ma connaissance, EDF va essayer de faire basculer, si possible, des centaines de milliers de personnes dans ce dispositif. Nous, aujourd'hui, on ne le met pas en œuvre. En fait, l'opération flexibilité, c'est quelque part une première brique pour faire ça. Ça nous permet de mesurer à quel point vous avez de l'intérêt là-dessus. Est-ce qu'on voit la différence? Si ça marche, on pourra réfléchir à long terme à l'implémentation d'un tarif comme ça, mais c'est aussi des enjeux non négligeables pour nous en termes de système informatique et de facturation derrière. Merci. Une petite question pour revenir sur spécifiquement la slide que tu présentais sur consommer au bon moment. Typiquement, est-ce qu'on est en tarif base, donc sans incitation financière à consommer en heure pleine ou en heure creuse? Est-ce que c'est utile pour Enercop de lancer sa machine à laver pendant les heures creuses? Oui ou non? Alors, la réponse est non, ça ne changera rien pour nous. Comme je disais, votre consommation au sein de la journée, aujourd'hui, elle ne nous est pas imputée de manière réelle. Donc, si vous êtes au tarif base, on verra pas. Si vous êtes au tarif heure pleine, heure creuse, en gros, on voit deux flux d'informations, vos heures pleines, vos heures creuses. Donc là, on verra la différence. Si vous êtes en tarif base, on ne verra pas la différence. Pour autant, voilà, si sur mon EcoWatt ou l'opération flexibilité, on vous dit attention, jour rouge, surtout ne consommez pas entre 8h et 13h et 18h et 20h parce que ça va être des heures de pic, s'il vous plaît, décalez à ce moment-là. Parce que même si nous, on ne le voit pas, le réseau le verra. Et donc, pour le collectif à l'échelle de la France, ça sera utile. Merci. Il y a pas mal de questions sur les véhicules électriques. Alors, je ne sais pas lesquelles on est en capacité de prendre et de répondre à l'oral. Adrien, je me tourne vers toi, le geek de l'équipe, notamment sur l'utilisation en tant que stockage des véhicules électriques, etc. Je te laisse répondre, mais enfin, je te laisse répondre. Je ne vais pas faire d'hypothèse. Alors, on a tous des profils geeks. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le mot, c'est des gens qui s'intéressent à des choses techniques, par exemple comme l'électricité ou le code. Sujet très complexe sur lequel je ne suis pas assez renseigné, donc je vais éviter de dire des bêtises. Oui, on l'étudie, et notamment dans le projet Rescope VPP. On a certains de nos partenaires européens qui testent le pilotage de la recharge de véhicules électriques. Nous, quand on s'était lancé dans le projet il y a 3 ans, on avait très très peu d'entre vous qui étaient propriétaires d'un véhicule électrique, donc on ne l'avait pas priorisé. Et aujourd'hui, on n'a pas commencé à travailler de manière précise sur ce sujet. Merci. On peut prendre peut-être une dernière question que je vais te laisser, Adrien, encore une fois, parce que je pense que tu sauras bien mieux y répondre que moi. Quelles communications sont faites aux clients déjà en courbe de charge par Régis? Alors, les clients déjà en courbe de charge, donc là, on parle des gros clients d'Enercop, donc plutôt des professionnels. Aujourd'hui, on a peu investi. Enfin, je disais, on a des clients où on commence à faire des choses, mais globalement,
on a peu investi le lien avec ces clients-là. Il faut savoir que ce n'est pas le public majoritaire d'Enercop initialement. On est quand même avec beaucoup de clients particuliers et de relativement petits professionnels. Donc, c'est un axe entièrement à développer. Merci Adrien. Je crois que on a posé quasi toutes les questions qu'on m'a envoyées. En tout cas, j'espère qu'on a réussi à répondre également en ligne à la plupart des questions. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le village Enercop, sur lequel il y a plein d'infos et plein de gens qui ne sont pas d'ailleurs salariés d'Enercop, mais qui ont des réponses à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à bien poser toutes vos questions. Évidemment, c'est que pour les sociétaires, le village. Donc, si vous n'êtes pas sociétaire et que vous souhaitez aller sur le village, vous pouvez devenir sociétaire. Mais voilà, je vais juste me renseigner auprès de mes collègues pour savoir quand est-ce qu'a lieu le prochain webinaire et sur quel sujet. Je ne sais pas, Cécile ou Nina de la vie coopérative, si vous souhaitez annoncer le prochain webinaire ou m'envoyer la date et le sujet. Ah, ben voilà, sitôt dit, sitôt fait. Le 14 novembre sur l'autoconsommation individuelle et collective, j'imagine, les deux. Donc voilà, rendez-vous le 14 novembre pour un webinaire sur l'autoconsommation. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions sur le sujet et qu'on continuera à répondre à vos questions. Même si vous l'aurez compris, c'est un sujet complexe chez Enercop et globalement, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis passez un bon hiver en faisant attention à nos alertes flexibilité et aux alertes Mon EcoWatt si vous y êtes abonné. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et merci à la petite équipe aussi derrière vos claviers et vos écrans. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.